La cellule sent l'humidité et le désespoir. Les pierres ruissellent d'une eau trouble, tachant le sol boueux. Mary Stuart, reine d'Écosse et de France, est assise sur de la paille pourrie. Ses mains, qui tenaient autrefois des sceptres et signaient des traités, tremblent maintenant en démêlant des mèches grises. Le froid de février la pénètre jusqu'aux os. Ses pieds nus ont perdu toute sensation. Celle qui arpentait autrefois les couloirs de Versailles compte désormais les heures au son des chaînes des gardes. 19 ans. Elle est prisonnière en Angleterre depuis 19 ans. Sa cousine Élisabeth la garde en vie, mais elle est enterrée. Il n'y a pas de visiteurs, aucune nouvelle d'Écosse, aucun espoir de liberté. La robe noire qu'elle porte est la même. Depuis des mois, les taches de nourriture se mêlent à la poussière. Ses lèvres sèches murmurent des prières en français, la langue de sa jeunesse dorée. Les mots sortent brisés, comme si elle avait oublié comment parler. Un chat noir l'observe depuis la fenêtre grillagée. C'est sa seule compagnie. Il lui murmure le souvenir de l'époque où elle était crainte et respectée, où les ambassadeurs s'inclinaient devant elle, où sa beauté était légendaire dans toutes les cours européennes. Ses yeux, autrefois verts et lumineux, sont désormais enfoncés et ternes. Des rides sillonnent son visage, telles les cicatrices de batailles perdues. Son cou, autrefois constellé des perles les plus précieuses de France, est marqué d'une tache sombre, une tache qui préfigure son destin. Le silence est absolu. Seul le ruissellement constant de l'eau et sa respiration laborieuse se font entendre. De temps en temps, une souris se faufile dans l'ombre. Maria l'observe avec envie. Même cet animal a plus de liberté qu'elle. La grille de fer reste fermée. Derrière elle, des gardes armés surveillent chacun de leurs mouvements. Ils savent qu'ils obéissent aux ordres de la reine d'Angleterre. Ils savent que cette femme était autrefois leur égale. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une nuisance politique. Son estomac gargouille de faim. La nourriture arrive une fois par jour. Du pain rassis et de l'eau trouble. Parfois, avec un peu de chance, un morceau de fromage moisi. Rien à voir avec les banquets qu'il organisait autrefois au palais de Holyrood. Maria ferme les yeux et tente de se souvenir du parfum des roses de son jardin, du son du luth, de la sensation de la soie sur sa peau. Mais ces souvenirs s'évanouissent comme de la fumée. Il ne reste que cette cellule, ce froid, cette solitude infinie. Elle se lève péniblement. Ses genoux craquent. Elle s'approche de la fenêtre et contemple le ciel gris anglais. Un ciel qui n'a pas changé depuis près de 2 décennies. Un ciel qui l'a vu vieillir, tomber malade et s'effondrer. Elle appuie son front contre les barreaux glacés. Une larme coule sur sa joue. Ce n'est pas de tristesse, c'est de rage. De la rage contre le destin qui l'a amenée ici, contre les décisions qui l'ont condamnée, contre le cousin qui la garde enfermée comme une bête. Son souffle trouble le fer. Dans ce souffle, il dessine une couronne du doigt. Une couronne perdue il y a si longtemps qu'il ne se souvient plus de son poids. L'image s'estompe en quelques secondes, comme tout ce qui lui appartenait autrefois. Le chat noir miaule à la fenêtre. Maria le regarde avec compréhension. Ils sont tous deux pris au piège. Ils attendent tous deux une fin qui viendra tôt ou tard. Comment celle que l'on considérait autrefois comme la plus belle d'Europe a-t-elle atterri ici? Quel enchaînement d'erreurs, de trahisons et d'ambitions la conduite des palais dorés à cette cellule de pierre? Si vous avez trouvé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de l'aimer. Dites-nous de quelle ville vous la regardez. On vous suivra. Écosse, 1142. Une fillette de 6 jours reçoit la couronne la plus dangereuse d'Europe. Mary Stuart naît dans un royaume exsangue par les guerres avec l'Angleterre. Son père, Jacques V, meurt de fièvre quelques jours après avoir rencontré son héritier. Ses derniers mots sont une prophétie amère. La dynastie Stuart a commencé avec une fille et finira avec une fille. Le royaume tombe aux mains de régents ambitieux. L'Écosse est un échiquier où la France et l'Angleterre déplacent leurs pions. La petite Marie devient la pièce la plus précieuse du jeu. Henri VIII d'Angleterre souhaite la marier à son fils Édouard afin d'unifier les couronnes.
la noblesse écossaise est divisée entre anglophiles et francophiles. Marie de Guise, mère de la jeune reine, joue habilement ses cartes. Elle rejette la proposition anglaise et cherche protection en France. Henri VIII répond par la violence. Ses armées ravagent l'Écosse, ce qu'ils appellent la cour des brutes. Des villes entières brûlent. Les Écossais apprennent à craindre la puissance anglaise. En 1548, Marie, âgée de 5 ans, embarque pour la France. Le navire navigue sur les eaux tumultueuses de la mer du Nord. La petite fille ignore qu'elle quitte l'Écosse pour toujours, reine libre. Elle porte avec elle les sceaux royaux et une couronne trop lourde pour sa petite tête. La cour de France l'accueillit comme une princesse. De contes de fées, le roi Henri II et Catherine de Médicis l'adoptèrent comme leur propre fille. Marie grandit dans le luxe de Fontainebleau et de Saint-Germain. Elle apprit le latin, le grec, le français, l'italien et l'espagnol. Son intelligence impressionna ses précepteurs. Sa beauté promettait d'éclipser n'importe quelle dame de la cour. François, le dauphin de France, devient son compagnon de jeu et son futur époux. Ils sont cousins, alliés et complices. Cette union scellera l'alliance entre la France et l'Écosse contre l'Angleterre. Marie comprend dès son plus jeune âge que son mariage n'est pas une question d'amour, mais de stratégie politique. À 14 ans, Maria mesure près d'1,80 m. Elle est plus grande que la plupart des hommes de la cour. Ses cheveux auburn brillent comme du feu à la lueur des bougies. Ses yeux verts fascinent ambassadeurs et poètes. Elle parle couramment 5 langues et compose des vers en français. Le 24 avril 1558, Marie épouse François à la cathédrale Notre-Dame. Elle porte une robe blanche brodée de perles. Sa couronne de diamants aveugle les personnes en deuil. Des coups de canon retentissent à la Bastille. La France célèbre la capture de la reine d'Écosse sans une flèche. Mais le destin avait des projets plus ambitieux. Le 17 novembre 1558, Élisabeth Tudor monta sur le trône d'Angleterre. Marie, arrière-petite-fille d'Henri VII, revendiquait ses droits sur la couronne d'Angleterre. Les catholiques européens ne reconnaissaient pas la légitimité d'Élisabeth, fille d'Anne Boleyn. Pour eux, Marie Stuart était la véritable reine d'Angleterre. Catherine de Médicis convainc Marie d'utiliser les armoiries anglaises. C'est une déclaration de guerre silencieuse. Marie accepte sans en comprendre les conséquences. À 16 ans, elle se proclame reine de France, d'Écosse et d'Angleterre. 3 couronnes pour une tête. Henri II mourut lors d'un tournoi en 1559. François II monta sur le trône avec Marie comme reine consort. Elle avait 17 ans et dirigeait le royaume le plus puissant d'Europe. Les ambassadeurs s'inclinaient devant sa beauté et son intelligence. Marie Stuart avait atteint le sommet du pouvoir médiéval. Son oncle, le duc de Guise, contrôle la politique française. Marie signe des décrets, reçoit des ambassadeurs et planifie la reconquête de l'Angleterre. Elle se sent invincible. Le monde médiéval semble à ses pieds. La France, l'Écosse et l'Angleterre pourraient lui appartenir. Mais François II est maladif. Il souffre de maux de tête constants et de fièvres mystérieuses. Les médecins ne trouvent aucun remède à ces maux. Marie prend soin de son mari avec dévouement, mais craint secrètement l'avenir. Sans François, son pouvoir en France s'évanouirait comme une fumée. La cour de France murmure au sujet de la santé du roi. Les nobles spéculent sur les successions et les régences. Marie comprend que son destin est lié à la vie d'un homme faible. Sa première leçon de pouvoir, la grandeur peut être aussi fragile que la vie elle-même. La plus grande réussite de Marie ne sera pas un royaume, mais plutôt la prise de conscience que dans le jeu politique médiéval, la jeunesse et la beauté sont des armes aussi puissantes que des armées. Décembre 1560, François II s'éteint à Orléans. Ses gémissements transpercent les murs du palais. Marie ne quitte jamais son chevet. À 18 ans, elle voit la mort la priver de son premier trône. François s'éteint le 5 décembre. Avec lui, le pouvoir de Marie en France s'affaiblit.
Catherine de Médicis reprend le pouvoir en tant que régente de Charles IX, frère cadet de François. Marie réalise qu'elle n'est plus la bienvenue à la cour de France. Sa belle-sœur la considère avec une froideur calculée. Les courtisans qui la flattaient autrefois évitent désormais son regard. Le deuil se transforme en exil déguisé. Marie doit choisir rester en France, veuve sans importance, ou retourner en Écosse, reine. Elle choisit la couronne plutôt que le confort. En août 1561, elle quitte Calais pour son royaume natal. Son absence dure depuis 13 ans. L'Écosse l'accueille comme une étrangère élégante. Le pays qu'elle découvre n'est plus celui de son enfance. La réforme protestante a dévasté le catholicisme. John Knox prêche depuis Édimbourg contre l'idolâtrie papiste. Les nobles ont pillé les terres de l'Église. Marie, fervente catholique, fait face à un royaume qui a renoncé à sa foi. Son premier acte politique consiste à négocier avec les réformateurs. Knox l'accueille avec une hostilité à peine dissimulée. Il lui dit qu'une femme ne devrait pas régner sur les hommes. Marie répond que Dieu a désigné les rois et les reines par sa volonté divine. Cet affrontement marque le début d'une guerre de religion silencieuse. Marie établit sa cour au palais de Holyrood. Elle rétablit les cérémonies catholiques en privé, tout en autorisant le culte protestant en public. Sa diplomatie religieuse fonctionne temporairement. Les nobles écossais accepte son autorité en échange de la conservation des terres ecclésiastiques confisquées. Sa beauté fait des ravages à la cour. Des nobles célibataires se disputent son attention. Marie se délecte de son pouvoir de séduction. Elle organise des bals, des chasses et des tournois. Le palais de Holyrood s'anime au rythme de la musique française et de la mode parisienne. L'Écosse n'avait pas connu une telle élégance depuis des décennies, mais le danger guette en Angleterre. Élisabeth Tudor perçoit le retour de Marie comme une menace directe. Des espions anglais infiltrent la cour écossaise. Les moindres faits et gestes de Marie sont rapportés à Londres. Élisabeth comprend que tant que Marie vivra, son trône sera en danger. En 1565, Marie prit la décision la plus catastrophique de sa vie. Elle épousa Henry Stuart, lord Darnley. Son cousin, catholique, avait des prétentions au trône d'Angleterre. Cette union allait réunir deux revendications légitimes contre Élisabeth. Politiquement, c'était une brillante décision. Personnellement, ce fut un désastre. Darnley est beau, mais faible. Ambitieux, mais incompétent. Alcoolique et violent. Maria tombe amoureuse de son physique et découvre trop tard son caractère méprisable. Le mariage est célébré à Holyrood avec une pompe catholique. Les protestants écossais sont alarmés. Le comte de Moray, frère illégitime de Marie, mène une rébellion contre ce mariage. Il croit que Darnley renforcera le catholicisme en Écosse. Marie doit choisir entre sa famille et son mari. Elle choisit Darnley et déclare Moray traître. La guerre civile écossaise éclate. Marie fait preuve d'un courage militaire inattendu. Enceinte de 6 mois, elle chevauche à la tête de ses troupes. Sa présence inspire la loyauté aux soldats. Moray s'enfuit en Angleterre, où Élisabeth lui offre refuge. Marie a gagné sa première guerre, mais elle a perdu son frère. La grossesse l'affaiblit. Darnley révèle sa vraie nature. Il exige d'être couronné roi d'Écosse. Il veut un pouvoir réel, pas un pouvoir cérémoniel. Mary refuse. Darnley répond par la violence conjugale. Des rumeurs de coups et blessures parviennent jusqu'aux écuries du palais. L'humiliation publique attise la colère de Maria. Elle découvre que Darnley entretient des relations avec des hommes. Son mari boit jusqu'à l'aube et apparaît ivre lors des cérémonies officielles. Les ambassadeurs européens signalent le scandale à leurs tribunaux. La réputation de Maria est ébranlée. David Rizzio, secrétaire italien de Marie, devient son confident. Intelligent, discret et loyal, Marie lui accorde plus de confiance qu'à son propre mari. Les nobles écossais soupçonnent Rizzio d'avoir trop d'influence sur la reine. Lord Darnley, jaloux, prépare une vengeance brutale.
Le 9 mars 1566, Darnley fit irruption dans les appartements privés de Marie avec un groupe de conspirateurs. Ils trouvèrent la reine en train de dîner avec Rizzio. Sans un mot, ils extirpèrent l'Italien de la pièce. Marie, enceinte de 7 mois, implora la grâce de son secrétaire. Les cris de Rizzio résonnent dans le palais. Il est poignardé 56 fois. Son sang tache l'escalier de marbre de Holyrood. Maria contemple le corps de son plus fidèle. Amie, elle comprend que son mari a franchi une ligne irréversible. La trahison s'est infiltrée dans leur mariage et dans leur royaume. Cette nuit-là, Marie prépare sa vengeance en caressant son ventre gonflé. L'enfant qu'elle porte en elle sera roi d'Écosse. Mais d'abord, elle doit survivre aux trahisons qui l'entourent. La violence a atteint sa chambre. Il n'y a plus de refuge en Écosse. Juin 1566. Marie donne naissance à Jacques VI au château d'Édimbourg. L'accouchement est difficile et sanglant. Pendant des heures, la vie de la reine est en jeu. À la naissance de l'enfant, Marie le présente à Lord Darnley avec des paroles empoisonnées. « Mon Dieu, c'est votre fils, et celui de nul autre. Je veux que vous en soyez témoin. » La phrase résonne comme une gifle publique. Marie remet en question sa paternité devant la cour. Darnley blêmit d'humiliation. Le mariage royal est brisé irrémédiablement. Les nobles écossais comprennent que la reine a déclaré la guerre à son propre époux. Le petit Jacques devient l'héritier le plus précieux d'Europe. Prince d'Écosse, il a droit au trône d'Angleterre. Élisabeth Tudor, sans enfant, assiste à la naissance avec appréhension. Le bébé représente une menace future pour sa dynastie. Les espions anglais intensifient leur surveillance de Marie. Maria trouve du réconfort auprès de James Hepburn, comte de Boswell. C'est un homme robuste, un soldat aguerri et un protestant pragmatique. Sa réputation est catastrophique, violent, coureur de jupons et ambitieux. Mais il est loyal à Maria et méprise Darnley autant qu'elle. L'attirance entre eux est immédiate et dangereuse. Bothwell organise la sécurité personnelle de Marie. Ces hommes remplacent la garde traditionnelle. Les nobles catholiques sont alarmés. Un protestant brutal contrôle l'accès à la reine catholique. Les alliances religieuses sont ébranlées. Marie a choisi la protection personnelle plutôt que la cohérence politique. Darnley, ivre et rancunier, cherche à se venger. Il menace d'emmener le prince James hors d'Écosse. Il envisage de fuir en France pour réclamer la garde de l'héritier. Mary réalise que son mari pourrait kidnapper son propre fils. La menace est réelle et urgente. La noblesse écossaise est divisée en factions irréconciliables. Les catholiques soutiennent Marie, mais se méfient de Bothwell. Les protestants, modérés, craignent le retour du catholicisme. Les radicaux exigent l'abdication de la reine. L'Écosse se fragmente en une guerre civile silencieuse. Marie règne d'une main de fer depuis Holyrood. Elle exécute les voleurs de bétail pour affirmer son autorité. Elle se rend personnellement aux frontières pour réprimer les rébellions. Sa présence physique intimide les clans rebelles. Reine guerrière, son royaume est en proie à une hémorragie. Les finances du royaume s'effondrent. Les guerres incessantes ont vidé le trésor. Les nobles refusent de payer des impôts extraordinaires. Marie doit vendre les joyaux de la couronne pour payer ses soldats. La pauvreté de l'État contraste fortement avec le luxe de la cour. En décembre 1566, Marie tomba gravement malade à Jedburgh. Elle resta inconsciente pendant plusieurs jours. Les médecins ne parvinrent pas à diagnostiquer sa maladie. Certains murmurèrent qu'il s'agissait d'un empoisonnement. D'autres parlèrent de mélancolie. Marie délira et mentionna le nom de Bothwell dans ses rêves. Darnley arrive à Jedburgh alors que Marie se remet. Sa visite est froide et solennelle. Marie l'accueille avec un mépris à peine dissimulé. Des témoins rapportent que la reine préférerait mourir plutôt que de se réconcilier avec son mari. La haine entre les deux est publique et scandaleuse. Marie envisage de se débarrasser légalement de Darnley. Elle consulte des juristes sur les possibilités de divorce. Mais la loi catholique ne permet pas une annulation facile. Un divorce,
affaiblirait les droits de Jacques au trône. Marie est prisonnière d'un mariage qui la détruit. Bothwell propose une solution plus directe. Lors de conversations privées, il suggère que Darnley pourrait être victime d'un accident. Maria ne dit pas oui, mais elle ne dit pas non non plus. Son silence est interprété comme un consentement. La conspiration commence à prendre forme dans l'ombre de Holyrood. Les nobles écossais ressentent la tension. Nombre d'entre eux haïssent Darnley autant que Marie. Le comte de Morton, James Balfour et d'autres signent un mystérieux document. Ils jurent de débarrasser l'Écosse de ce fléau. Personne ne cite de nom, mais tous comprennent l'objectif. En janvier 1567, Marie rend visite à Darnley à Glasgow. Son mari est malade, probablement atteint de syphilis. Son visage est défiguré par des ulcères. Marie feint la compassion, conjugale. Elle convainc Darnley de retourner à Édimbourg pour bénéficier de meilleurs soins. Maria installe Darnley à Kirkhofield, une maison isolée à l'extérieur des murs d'Édimbourg. Le choix de l'emplacement est étrange. Il existe des résidences plus confortables et plus sûres en ville, mais Kirkhofield est loin d'être un témoin. Maria rend visite à son mari pendant la journée et retourne à Holyrood le soir. Le 9 février 1567, Marie assiste à un mariage au palais de Holyrood. Elle danse et rit comme si elle n'avait aucun souci. Bothwell reste à ses côtés toute la nuit. Tous deux construisent un alibi parfait. Pendant ce temps, des hommes encapuchonnés errent dans l'ombre de Kirkhofield. À 2 heures du matin, le 10 février, une explosion secoue Édimbourg. Kirkhofield est réduit en miettes. Le grondement s'entend à des kilomètres. À l'arrivée des secours, ils découvrent les corps de Darnley et de son domestique dans le jardin. Ils ne sont pas morts dans l'explosion, mais ont été étranglés avant l'explosion de la poudre. Le meurtre est évident pour tous. Les conspirateurs ont commis une erreur fatale. Le crime est trop évident. Mary a éliminé son mari, mais elle a détruit sa réputation. En une seule nuit, elle est passée du statut de reine à celui de suspecte de meurtre. La fumée s'élève encore des ruines de Kirkhofield, tandis que les accusations fusent. Les rues d'Édimbourg bouillonnent de rumeurs. Les citoyens désignent le palais de Holyrood du doigt. Ils crient le nom de Marie avec mépris. La reine autrefois aimée est désormais haïe par son propre peuple. John Knox monte en chaire de la cathédrale Saint-Gilles. Sa voix tonitruante condamne le meurtre comme l'œuvre du diable. Il déclare que Dieu punira les coupables. Ses paroles parviennent au palais royal. Marie réalise qu'elle a perdu le soutien de l'Église réformée. Les protestants la considèrent comme une meurtrière papiste. Des affiches apparaissent sur les murs d'Édimbourg pendant la nuit. Elles représentent Marie telle une sirène séduisant Bothwell. D'autres la représentent en Lady Macbeth se lavant les mains en sang. Le peuple écossais exprime son verdict par des images brutales. La propagande populaire est plus meurtrière que n'importe quelle armée. Elizabeth Tudor reçoit la nouvelle de Londres avec une satisfaction calculée. Sa cousine a commis une erreur fatale. Une reine qui assassine son mari perd toute légitimité. Élisabeth charge ses ambassadeurs d'exiger justice. Elle sait que Marie est politiquement condamnée. Les nobles écossais qui ont participé à la conspiration nient désormais toute implication. Le comte de Morton brûle des documents compromettants. James Balfour s'enfuit sur le continent. Ses complices abandonnent Marie au moment où elle a le plus besoin d'eux. La solitude du pouvoir devient absolue. Maria commet sa deuxième erreur fatale. Au lieu de s'éloigner de Bothwell, elle se rapproche de lui. Les amants se réfugient dans leur culpabilité commune. Maria ne comprend pas que son association avec Bothwell la condamne aux yeux du public. L'amour la rend aveugle à la réalité politique. Bothwell est jugé pour le meurtre de Darnley le 12 avril 1567. C'est une farce. Ses partisans remplissent le tribunal. Les témoins à charge refusent de comparaître par peur. Le verdict de non-culpabilité est rendu avant le procès. Bothwell est libéré, mais personne ne croit à son innocence. Marie annonce son intention d'épouser Bothwell.
La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans les tribunaux européens. Le pape condamne l'union. Les rois catholiques retirent leur soutien. Marie a perdu ses alliés internationaux. Son isolement diplomatique est total. Le 24 avril 1567, alors que Marie se rend de Stirling à Édimbourg, Bothwell l'intercepte avec 800 hommes armés. Officiellement, il s'agit d'un enlèvement. Bothwell emmène Marie au château de Dunbar. Là, selon la rumeur, il la viole pour la forcer à se marier. C'est un mensonge bienvenu qu'ils ont tous deux ourdi. L'enlèvement présumé permet à Mary d'épouser Bothwell sans qu'elle ne semble consentir. Mais personne n'est dupe. Le peuple écossais comprend qu'il s'agit d'un jeu politique. Mary a perdu toute crédibilité. Sa ruse est devenue évidente. Le 15 mai 1567, Marie épouse Bothwell au palais de Holyrood. La cérémonie est protestante et privée. Seuls quelques nobles y assistent. Il n'y a pas de célébration populaire. Aucune cloche ne sonne. Le mariage royal ressemble à des funérailles. Marie a troqué 3 couronnes contre l'amour d'un homme brutal. Les nobles écossais forment une confédération contre Marie. Ils se font appeler les seigneurs associés. Ils jurent de protéger le prince Jacques et de restaurer la religion protestante. Leur bannière arbore le corps de Darnley avec l'inscription « Juge et venge ma cause au Seigneur ». La guerre civile est inévitable. Marie et Bothwell rassemblent des troupes loyales. Ils marchent d'Édimbourg à Stirling pour affronter les rebelles. L'armée royale est démoralisée. Les soldats murmurent qu'ils combattront pour une reine meurtrière. Les désertions sont constantes. Marie comprend que sa cause est perdue avant même d'avoir commencé. Le 15 juin 1567, les deux armées s'affrontent à Carberry Hill. Marie porte une armure d'argent et chevauche un cheval blanc. Elle ressemble à une reine guerrière, mais ses forces se désintègrent. Les nobles qui lui ont juré fidélité changent de camp. Bothwell constate que la bataille est perdue. Les négociations remplacent le combat. Les seigneurs de l'Assemblée promettent de pardonner à Marie si elle abandonne Bothwell. Elle doit choisir entre sa couronne et son amour. Bothwell la libère de sa promesse de mariage. Ils s'embrassent sous le regard des armées. C'est leur dernier moment d'intimité. Bothwell s'enfuit vers le nord. Maria se rend aux rebelles. Lorsqu'elle arrive à Édimbourg, prisonnière, la foule l'accueille au cri de « Brûler la prostituée, tuer le meurtrier ». Les femmes crachent à son passage. Les hommes jettent des pierres. Maria comprend que son peuple la déteste plus que tout autre ennemi. Elle est emprisonnée au château de Lochleven, sur une île du lac du même nom. C'est une prison entourée d'eau. Marie a 24 ans et a tout perdu. Mari, amant, couronne, fils et royaume. De sa cellule, elle contemple les eaux grises qui la séparent de la liberté. L'Écosse l'a rejetée comme une lépreuse. Les tuteurs la forcèrent à signer son abdication le 24 juillet 1567. Marie céda la couronne à son fils, Jacques, âgé d'à peine 1 an. Son frère illégitime, Moray, deviendrait régent. Celle qui avait autrefois revendiqué 3 couronnes n'en possédait plus aucune. Elle signa d'une main tremblante, sachant qu'elle scellait sa propre destruction. Cette nuit-là, Maria tente de se suicider avec un couteau de cuisine. La blessure est superficielle, mais l'intention est réelle. Elle a touché le fond. La crise irréversible est arrivée. Tout ce qu'elle a construit en 25 ans s'est effondré en 6 mois. L'effondrement est total et définitif. Mai 1568. Marie s'échappe de Lochleven sur un bateau de pêche. Willie Douglas, un jeune garde amoureux, vole les clés pendant le dîner. La reine déchue glisse sur les eaux nocturnes vers la liberté. Son évasion ne dure que 11 mois, mais elle lui redonne l'espoir de reconquérir son trône. Les loyalistes se rassemblent sous sa bannière dans l'ouest de l'Écosse. Marie conserve des partisans parmi la noblesse catholique. Le comte d'Argyll fournit des hommes. Les Hamilton promettent des soldats. En 2 semaines, Marie rassemble 6000 hommes. C'est sa dernière armée et sa dernière chance. Le 13 mai 1568,
les forces de Marie affrontèrent l'armée du régent Moray à Langside, près de Glasgow. La bataille dura à peine 45 minutes. Les troupes de Marie se désintégrèrent. Sous le feu d'arquebusiers expérimentés, la cavalerie prit la fuite. L'infanterie se dispersa. Ce fut une défaite totale et humiliante. Marie assiste au massacre depuis une colline voisine. Elle voit ses derniers partisans tomber sous les lances ennemies. Elle comprend que l'Écosse l'a définitivement rejetée. Il n'y a pas de retour possible. Son destin est scellé sur les champs de Langside. À 25 ans, Marie est une reine sans royaume. La fuite vers le sud est désespérée. Maria parcourt 145 km en une journée. Elle se coupe les cheveux pour ne pas être reconnue. Elle dort dans des granges et mange du pain rassis. Celle qui vivait dans les châteaux français est aujourd'hui une fugitive en haillons. Le contraste symbolise sa disgrâce. Le 16 mai 1568, Marie traversa la Solway pour entrer en Angleterre. Elle pensait qu'Élisabeth Tudor l'accueillerait comme sa cousine et sa reine légitime. Ce fut sa dernière erreur et la plus coûteuse. Marie ne comprenait pas qu'Élisabeth la considérait comme une menace mortelle. Au lieu d'un refuge, elle trouva une prison dorée qui allait durer 19 ans. Élisabeth reçoit la nouvelle avec une inquiétude calculée. Marie est arrivée en Angleterre comme réfugiée, mais elle demeure la candidate catholique au trône d'Angleterre. Les nobles catholiques anglais pourraient se soulever en sa faveur. Élisabeth décide de placer Marie en détention protectrice, une assignation à résidence déguisée en hospitalité royale. Mary est hébergée au château de Carlisle. Ses quartiers sont confortables mais gardés. Elle ne peut pas sortir sans escorte. Elle ne peut recevoir de visiteurs non autorisés. Peu à peu, elle comprend qu'Élisabeth l'a capturée. Son cousin lui a tendu un piège diplomatique parfait. Les années passent en captivité. Marie vieillit dans des châteaux du nord de l'Angleterre. Sheffield, Chatsworth, Fotheringhay. Chaque forteresse est plus isolée que la précédente. Ses gardiens changent, mais la vigilance reste constante. Élisabeth a décidé que Marie vivrait, mais serait enterrée vivante. Des conspirations catholiques fleurissent autour du nom de Marie. Le complot de Ridolfi en 1571, le complot de Throckmorton en 1583, le complot de Babington en 1586. Marie, ni toute implication directe, mais sa simple existence inspire les conspirateurs. Elle est coupable d'avoir existé comme une alternative à Élisabeth. Francis Walsingham, l'espion en chef d'Élisabeth, tisse un réseau de surveillance autour de Marie. Il intercepte sa correspondance. Il soudoie ses serviteurs. Il place des agents parmi ses partisans. Chaque mot écrit par Marie est lu à Londres. Sa vie privée a complètement disparu. En 1186, Walsingham présente la preuve finale, les lettres de Marie au conspirateur Anthony Babington. Dans celle-ci, elle approuve apparemment le meurtre d'Élisabeth. Marie jure que les lettres sont fausses, mais les preuves sont convaincantes. Élisabeth a l'excuse légale dont elle avait besoin pour exécuter sa cousine. Le procès eut lieu en octobre 1586 au château de Fotheringhay. Marie y apparut vêtue de noir, un crucifix en or autour du cou. Elle rejetait l'autorité de la cour. Elle arguait qu'elle était une reine souveraine et qu'elle ne pouvait être jugée par ses sujets. Sa dignité impressionna même ses ennemis. Les Spellicé. Accusations sont claires. Complot visant à assassiner la reine Élisabeth, trahison contre la couronne d'Angleterre et correspondance avec des ennemis du royaume. Marie nie tout en bloc. Elle déclare qu'elle préférerait mourir plutôt que de reconnaître la légitimité du procès. Son courage dément sa situation désespérée. Le verdict est inévitable. Coupable de haute trahison. La sentence, la mort par décapitation. Élisabeth signe l'ordre d'exécution le 1er février 1587, après des mois d'hésitation. Elle sait qu'elle exécute une reine sacrée. Ce précédent sera dangereux pour toutes les monarchies. Marie reçoit la nouvelle avec une sérénité surprenante. Elle demande du temps pour préparer son âme. Elle écrit des lettres d'adieu. Elle distribue ses rares
biens à ses fidèles serviteurs. Elle se comporte comme la reine qu'elle a toujours été, même au seuil de la mort. La nuit précédant son exécution, Maria ne dort pas. Elle prie en latin, rédige son testament et dit au revoir à son petit chien. Ses cheveux gris ont perdu l'éclat doré de la jeunesse. Son visage est marqué par 19 années de captivité. Mais son esprit reste inébranlable. Les habitants de Fotheringhay se rassemblent sur la place du château. Certains pleurent la reine catholique. D'autres célèbrent la mort du traître écossais. L'Angleterre est divisée face au spectacle d'une exécution royale. Élisabeth a gagné, mais le prix politique sera élevé. Le matin du 8 février 1587 s'est levé, gris et froid. Marie marche d'un pas décidé vers l'échafaud. Elle porte une robe noire sur des jupons rouges, couleur du martyr catholique. Ses dernières heures sont arrivées. Celle qui a jadis remporté 3 couronnes est sur le point de perdre la raison. Le 8 février 1587, à 8 heures du matin, Mary Stuart entre dans la grande salle du château de Fotheringhay. 300 témoins la regardent marcher vers la mort. Son pas est assuré, la tête haute. À 44 ans, elle conserve la dignité royale qui l'accompagne depuis sa naissance. L'échafaud est recouvert de velours noir. Marie gravit les marches sans aide. Elle s'adresse à la foule en anglais, en français et en latin. Elle pardonne à ses bourreaux. Elle déclare mourir pour sa foi catholique. Ses paroles résonnent dans le silence sépulcral de la salle. Même ses ennemis admirent son courage. Ses serviteurs l'aident à se déshabiller. Sous sa robe noire se cachent des jupons cramoisis, couleur du martyr chrétien. Marie a planifié chaque détail de sa mort. Elle veut qu'on se souvienne d'elle comme d'une martyre et non d'une traîtresse. Son ultime acte politique est sa propre exécution. Elle s'agenouille devant le tranchant. Elle étend les bras comme le Christ en croix. Elle récite le psaume 31 en latin. In te domine speravi. Le bourreau lève la hache. Le premier coup la manque et la blesse à la tête. Le second lui sectionne partiellement le cou. Seul, le troisième achève la décapitation. Marie est morte comme elle a vécu, dramatiquement. Le bourreau lève la tête pour la montrer au peuple. Mais les cheveux tombent, c'est une perruque. La vraie tête, chauve et grise, roule à terre. Les témoins sont horrifiés. Même dans la mort, Marie a réservé une surprise théâtrale. Sa vanité perdure au-delà de la vie. Élisabeth Tudor apprend la nouvelle au palais de Greenwich. Elle exprime publiquement son horreur face à l'exécution. Elle affirme que l'ordre a été donné sans qu'elle en soit informée. C'est un mensonge. Mais Élisabeth doit nier toute responsabilité. Elle a exécuté une reine sacrée. Ce précédent terrifiera toutes les monarchies européennes. Philippe II d'Espagne déclare la guerre à l'Angleterre. L'exécution de Marie est le prétexte idéal pour l'armada espagnole. Le catholicisme européen se soulève contre Élisabeth. Marie, morte, accomplit ce qu'elle n'avait pas pu faire de son vivant, unir les ennemis de l'Angleterre. Son sang versé devient un cri de ralliement. Jacques VI d'Écosse, fils de Marie, proteste officiellement, mais ne prend aucune mesure. Il sait qu'Élisabeth le nommera héritier s'il reste calme. Il préfère la future couronne d'Angleterre à la vengeance maternelle. Le sang royal a moins de valeur que les calculs politiques. Marie a été trahie même par son propre fils. Le corps de Marie reste sans sépulture pendant 6 mois. Élisabeth ne sait pas où enterrer sa cousine. Elle est finalement inhumée dans la cathédrale de Peterborough, sans faste royale. Son tombeau ne porte aucune inscription. Élisabeth souhaite que Marie soit oubliée, mais l'histoire en décide autrement. En 1603, Élisabeth Tudor mourut sans descendance. Jacques VI d'Écosse devint Jacques Ier d'Angleterre. Son premier acte royal fut d'honorer sa mère exécutée. Il ordonna le transfert des restes de Marie à l'abbaye de Westminster. Il lui construisit un magnifique tombeau plus splendide que celui d'Élisabeth. L'ironie historique est parfaite. Marie, qui a revendiqué le trône d'Angleterre toute sa vie, l'obtient finalement grâce à son fils. Les Stuart règnent sur l'Angleterre pendant 1 siècle. En exécutant Marie,
Élisabeth a placé sur le trône d'Angleterre la dynastie qu'elle voulait détruire. La vengeance de Marie transcende la mort. La réforme protestante en Écosse, combattue par Marie, est enfin consolidée. Mais le catholicisme survit dans les Highlands. Les clans fidèles à Marie maintiennent la foi catholique pendant des siècles. Leur résistance religieuse se transforme en résistance politique. Marie, sans le vouloir, a semé les graines des futurs jacobites. Les chroniqueurs anglais la dépeignent comme une séductrice fatale, une meurtrière et une traîtresse. Les auteurs catholiques la présentent comme une martyre et une sainte. La légende de Mary Stuart se fragmente en 1000 versions contradictoires. Chaque génération la réinvente selon ses propres besoins politiques et romantiques. Sa correspondance, interceptée au fil des décennies, révèle une femme complexe, intelligente mais impulsive, courageuse mais téméraire, passionnée mais manipulatrice. Maria incarne les contradictions de son époque, médiévale et renaissance, catholique et politicienne, reine et femme. Son humanité transcende sa légende. Le château de Fotheringhay fut démoli en 1627. Il n'en reste que des ruines couvertes d'herbe. Mais chaque année, les catholiques écossais déposent des fleurs rouges à l'endroit où se dressait autrefois l'échafaud. Marie, qui vécut en exil d'Écosse, est redevenue un symbole national. Sa mort l'a rendue immortelle. Les chroniques françaises se souviennent d'elle comme de la reine qui parvint à unifier la France, l'Écosse et l'Angleterre sous une seule couronne catholique. Son échec bouleversa l'équilibre religieux de l'Europe. Sans Marie, le protestantisme s'implanta dans les îles britanniques. Sa défaite marqua la victoire définitive de la Réforme. Les dramaturges écrivent des tragédies sur sa vie. Les poètes composent des ballades sur sa mort. Les romanciers idéalisent son amour pour Bothwell. Mary Stuart devient une héroïne littéraire universelle. Son histoire réelle se dissout dans le mythe. Sa légende dépasse sa biographie. 4. Et siècles après sa mort, Mary Stuart continue de fasciner. Dernière reine médiévale et première célébrité moderne, elle comprenait le pouvoir de l'image publique. Elle maîtrisait les médias de son temps, lettres, portraits, cérémonies. Elle fut une pionnière de la politique du spectacle. Son héritage final est paradoxal. Elle a échoué en tant que reine, mais a triomphé en tant que symbole. Elle a perdu tous ses royaumes, mais a acquis l'immortalité. Elle a été exécutée, mais elle vit encore dans la mémoire collective. Mary Stuart a prouvé que certaines défaites sont plus puissantes que les victoires. Sa tête est peut-être tombée, mais sa légende demeure. Fin de l'histoire. Et vous, chers spectateurs, avez-vous parcouru les sombres couloirs de l'histoire? Que vous a apporté ce voyage? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez-la avec tous ceux qui aiment l'histoire vivante et vivante. Et ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons de Catherine, de Médicis et des secrets sanglants de la cour de France. À bientôt.